Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour et bienvenue à Décideur Politique, l'émission du JDD.fr et de Décideur TV. Nous recevons aujourd'hui François Baroin, bonjour. Bonjour. Député UMP de l'Aube, maire de Troyes et ancien ministre de l'économie. Nous sommes ravis de vous recevoir. Vous vous faites rare dans les médias et votre parole est attendue sur l'UMP en plein remous. Nous parlerons aussi de François Fillon et de Nicolas Sarkozy, dont la rivalité est montée d'un cran cette semaine. Nous aborderons enfin le budget, dont la discussion à l'Assemblée nationale commence en début de semaine prochaine. Avec Caroline Vigoureux, bonjour. Nous verrons quelle est votre empreinte numérique, votre e-réputation, comme on appelle ça maintenant. Alors la première question, on va aborder d'abord l'actualité la plus chaude. François Fillon fait beaucoup parler de lui dans le journal du dimanche, à Valeurs Actuelles. A-t-il raison de partir si tôt en campagne pour 2017 ? Bon, je n'ai pas l'intention de commenter les déclarations des uns et des autres tout au long des semaines qui viennent. On a un calendrier électoral qui concerne les municipales. On est un certain nombre, dont je fais partie, à être engagé dans ce scrutin. Je fais partie de ceux qui considèrent que l'UMP ne doit pas nationaliser ce scrutin. Plus on va nationaliser, plus les coups que nous allons porter contre le gouvernement iront dans un bénéfice électoral au Front National. Donc ça va artificiellement faire monter le Front National dans des territoires locaux où il n'y a pas de raison objective de le faire monter. Donc je le dis franchement, tout ce qui va dans le sens aujourd'hui d'une anticipation d'un calendrier où au final ce sont quand même les électeurs et les adhérents et les militants qui trancheront cette question un an avant la présidentielle, ne favorise pas aujourd'hui le travail de nos candidats sur le terrain. Et François Fillon affirme déjà qu'il est en compétition avec Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous redoutez cette rivalité qui commence déjà à s'installer à droite ? Une fois encore, bon, j'ai lu les déclarations, j'aime beaucoup François Fillon, j'apprécie le travail qu'il effectue pour essayer de réfléchir à un projet qui soit adapté au temps moderne pour la France. Il est dans sa stratégie présidentielle, je suppose qu'il sait ce qu'il fait. Et je suppose que ce qu'il faut retenir, c'est que l'histoire de la 5e est quand même jalonnée de ces couples très singuliers qui existent entre un président et un ancien Premier ministre. La relation leur appartient et je n'ai ni conseil, ni observation, ni commentaire particulier à effectuer sur les relations entre deux hommes avec lesquels j'ai pris plaisir à travailler. Et quand il dit, François Fillon, il y a, il faut que je dois me libérer, je dois au risque de casser un peu de vaisselle, est-ce que justement il ne met pas en cause peut-être un peu l'UMP ? Est-ce que Alain Juppé, est-ce que vous êtes d'accord, partagez l'avis d'Alain Juppé qui a peur que l'UMP soit en jeu dans certains propos qui iraient trop loin, selon lui ? L'UMP n'est pas dans une bonne situation. Je veux dire, les vestiges du caractère rocambolesque de l'élection de la présidence de l'UMP est dans toutes les mémoires. Et puis la perte de l'élection présidentielle n'est jamais arrivée à la droite depuis 88. Et Nicolas Sarkozy n'a que 58 ans. Donc tout ça crée les conditions d'interrogation sur les positionnements des uns et des autres. Pour ma part, moi je suis un homme libre. Mon mentor à moi, c'était Jacques Chirac. Et je m'efforce, étape après étape, de faire vivre des convictions. Je les partage avec Juppé, je les partage avec Fillon, je les partage aussi avec Nicolas Sarkozy. Je crois comprendre que dans l'esprit de François Fillon, sa volonté essentiellement, c'est de se libérer de beaucoup peut-être de poids ou de contingence, en tout cas d'être libre dans son dialogue singulier avec les Français. C'est à lui d'écrire son histoire, c'est à lui qu'il appartient de faire la démonstration que la stratégie, qui est une prise de risque, que cette stratégie qu'il dessine aujourd'hui... Stratégie d'émancipation quand même. C'est à l'évidence une stratégie d'émancipation, il y a une forte prise de risque, c'est à lui d'apprécier ses risques et c'est à lui, au final, de faire la démonstration que cette stratégie était la bonne. En tout cas, aujourd'hui, à quelques encablures des municipales, je pense objectivement que le mieux est de nous concentrer sur cet enjeu local avec des leaders locaux et sur des constitutions d'équipes locales. Le moins les partis s'en occupent, le moins les personnalités nationales s'en occupent, le mieux nos candidats sur le terrain s'en porteront. Vous ne faites donc pas partie de ceux qui affirment déjà que François Fillon est le mieux placé pour 2017 ? En tout cas, il est aujourd'hui le seul candidat crédible, d'expérience et de stature d'homme d'État, à légitimement aspirer à cette fonction pour 2017. Il est le seul, que je sache, ni Juppé ni Sarkozy, qui sont les deux autres, de mon point de vue, à être en situation d'être des candidats pour porter nos couleurs en 2017, ne sont aujourd'hui exprimés sur cette problématique. Oui, mais là, après, là, c'est plus de la politique, on n'est plus dans le débat,
On peut aller au café et faire du café du commerce et faire des propos très aimables, mais on sort d'un schéma médiatique. Est-ce que la semaine prochaine, Jean-François Copé, le président de l'UMP, organise ce qu'il appelle une séance d'évaluation de l'action de l'ancien président et de son Premier ministre François Fillon pendant le quinquennat précédent? Est-ce que vous participerez à cette journée d'évaluation qui a lieu le 17 octobre? En aucune façon, je trouve que c'est une drôle d'idée, une curieuse manière de procéder. Là aussi, à quelques encablures des municipales, que va-t-il se passer au cours de cette journée? Soit un silence tacite et pudique sur ce que nous n'avons pas fait pour éviter de donner des prises à nos adversaires politiques, soit une expression mal maîtrisée qui de toute façon servira Hollande, qui donnera une victoire posthume à sa campagne qui expliquait que la crise n'était que liée à Sarkozy. Moi, je suis contre le droit d'inventaire, c'est à l'histoire de juger, et je me bats plutôt dans mes interventions pour valoriser ce que nous avons essayé de faire. Je suis fier d'avoir appartenu au gouvernement de Nicolas Sarkozy. Je ne suis pas un sarkozyste historique, comme vous le savez, mais dans la mission qui a été la nôtre, je pense qu'on a essayé d'aller le plus loin possible pour servir les Français et préserver l'euro. Donc je crois plutôt concentrons notre temps pour valoriser ce qui a été fait. Alors selon un récent sondage, 53% des adhérents de l'UMP se disent favorables à des alliances avec le Front National au municipal. Comment vous comptez répondre à la pression qui vient de la base du parti? Ils seront exclus. Ils seront exclus. Mais les militants, eux, ne sont pas contre, en tout cas, ces alliances. Je suis un militant moi-même. Un parti politique, c'est 0,5% du corps électoral. C'est vrai pour l'UMP comme c'est vrai pour le PS. Et par définition, ce sont des noyaux qui sont plus durs puisqu'ils sont plus engagés. Si on pense qu'on va faire une majorité comme cela dans le pays, reconquérir le cœur des Français, on se trompe. Et ceux qui veulent s'aventurer sur des terrains qui sont à l'opposé de nous, le Front National, c'est l'extrême droite. Et quand j'entends Mme Le Pen nous dire que le Front National, c'est pas l'extrême droite, j'ai envie de lui dire, mais chiche, faites un procès aux journalistes, faites un procès aux historiens, faites un procès à vos adversaires politiques. Piétiner le débat démocratique, empêcher les gens d'utiliser le vocabulaire qu'ils veulent. Le Front National est non seulement un parti d'extrême droite, c'est même celui qui est à l'origine de rassemblement de tous les partis d'extrême droite, d'ordre nouveau aux anciens collaborationnistes. Et qui a fondé cela? Le père de Mme Le Pen. Donc naturellement, c'est un parti d'extrême droite. Son programme est un programme qui entraînerait la France et l'Europe dans un chaos avec la sortie de l'euro. Et en plus, sur les adversaires historiques des gaullistes, je suis un gaulliste. Voilà. Le Pen n'a eu de cesse de vouloir taper Chirac. Madame Le Pen s'est abstenue. Madame Le Pen est responsable de l'élection de M. Hollande pour partie par son abstention. Et elle vient donner des leçons de morale. Donc tous ceux qui veulent s'aventurer sur ce terrain seront exclus, militants, pas militants. Les élus seront exclus. Et si tel n'était pas le cas, ce serait alors, oui, une menace réelle pour l'unité de l'UMP. Seule une ligne intransigeante, intraitable, sans faiblesse et sans faille à l'égard de ce parti d'extrême droite peut restaurer un barrage dont l'étanchéité a fait ses preuves, puisque c'est l'étanchéité du barrage sous l'autorité de Jacques Chirac qui a permis l'éclatement du Front National. C'est cela que nous devons reconstruire aujourd'hui. À Brignoles, dimanche, une partie de la gauche appelle à voter pour le candidat UMP qui se retrouve en duel face au candidat Front National. Certains, dans l'opposition, disent ça va être un poids pour nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que la gauche a raison d'appeler à voter pour le candidat UMP ou c'est un handicap? Je pense qu'en disant cela, on encourage certainement les électeurs socialistes à apporter leur suffrage à la candidate UMP qui est en face du Front National. Non, je pense que c'est très bien que le Parti Socialiste dise cela. Je pense que les électeurs appartiennent à personne, pas plus à l'UMP qu'au Parti Socialiste, que dans ce département, on a inondé les médias sur le score du Front National à 40%. Enfin, quand on regarde la cantonale partielle précédente d'il y a quelques mois, ils étaient déjà à 36%. Bon, donc il y a une géolocalisation. Ils avaient gagné en 2011. Il y a un point GPS très particulier d'une extrême droite très puissante et ils avaient déjà gagné. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand la gauche est au pouvoir, le Front National monte parce qu'il y a une déception profonde des électeurs de gauche. Et j'ajoute que le contexte singulier que nous traversons, qui est une crise financière, économique, avec un impact social, beaucoup de chômage, et remettant en cause une certaine idée de la construction européenne, nourrit les thèses du Front National. Et c'est pas parce que la situation ponctuelle nourrit les thèses du Front National que c'est cela que nous devons faire. Et c'est la raison pour laquelle nous devons combattre et la gauche et le Front National, mais on ne va pas en plus insulter les gens qui appellent à voter pour nous. Venons-en au budget. En début de semaine prochaine, le gouvernement va défendre à l'Assemblée son projet de loi de finances. Il prévoit une baisse record, selon le ministre des Dépenses publiques, et une hausse moins forte des impôts par rapport à l'an passé. Est-ce que François Hollande n'est pas en train de réussir finalement son pari du sérieux budgétaire? Je ne pense pas qu'on puisse le dire comme ça. Le sérieux budgétaire, au fond, c'est quoi? C'est fixer un cap, donner une ligne, une impulsion, une coordination de ses ministres et puis d'atteindre les objectifs qu'on se fixe. Si je résume la séquence du mois de septembre, le ministre des Finances
explique qu'il y a un ras-le-bol fiscal des Français. On tombe de l'armoire quand on entend cela. Le président de la République dit qu'il y aura une pause fiscale en 2014. On est tenté de le croire. Il est président de la République, il sait ce qu'il dit. En plus, il aime ses matières économiques et fiscales. Il est corrigé par son Premier ministre, qui semble avoir lu le budget dans l'intervalle, une semaine après, en expliquant que la pause fiscale, c'est pour 2015. Donc de toute façon, le budget est raté par la présentation de l'énergie collective que cela doit proposer aux Français en termes d'efforts. Ensuite, quand on regarde un budget, c'est assez simple. Vous avez des recettes, vous avez des impôts. Sur les recettes, c'est une augmentation de 12 milliards. Des impôts sur les ménages. C'est acté, la TVA, le quotient familial, toutes les mesures que vous savez. 28 l'année dernière. Et sur les dépenses, ils disent 15 milliards. Mais là, c'est une tartufferie. C'est un tour de prestidigitateur. Et je ne tire même pas mon chapeau parce qu'il est raté. Vous ne croyez pas aux 15 milliards de baisse? Mais non, les 15 milliards, c'est une présentation faciale qui, en fait, permet au gouvernement d'expliquer que c'était 15 milliards d'économies par rapport à des augmentations qu'ils ne feront pas. C'est donc un mensonge. Ce ne sont pas des économies en dur, ce sont des économies virtuelles. Et donc elles ne seront pas au rendez-vous. Et donc ils auront du mal à atteindre les objectifs en matière de déficit. Il y a des rentrées fiscales en moindre importance. Je pense à la TVA. C'est révélateur évidemment d'une consommation plus faible ou d'une orientation des consommateurs sur des produits de première nécessité et pas sur des produits évidemment de grande consommation. Regardez l'évolution des chiffres de l'impôt sur les sociétés. Et on nous annonce cette semaine une surtaxe sur l'impôt sur les sociétés qui va faire de la France le premier pays à taxer ses entreprises. Comment M. Hollande peut-il atteindre son objectif d'inverser la courbe du chômage en se mettant à dos les entreprises qui créent de l'investissement et qui créent de l'emploi? D'accord. Donc je ne pense pas qu'il réussit son pari, pour reprendre du votre sérieux expression. budgétaire. Alors Caroline a exploré la toile. Qu'est-ce que vous avez trouvé à propos de François Baroin? Justement, l'exercice était un peu plus difficile parce que vous n'avez rien publié ni sur Facebook ni sur Twitter depuis le 28 mai. Pourquoi ce silence sur les réseaux sociaux? Je l'ai très peu fait, je le fais très peu. Pour moi, la politique, c'est d'abord et avant tout une légitimité qui s'appuie sur un travail de terrain. Je suis journaliste de formation, je connais parfaitement les médias. J'essaie de m'exprimer quand j'ai des choses à dire ou quand j'estime que ça peut être utile. J'ai fait un livre, j'ai fait quelques émissions, j'ai été relativement silencieux sur les questions budgétaires, parce que je suis un Chiracien, et que la première année d'une perte de pouvoir, il y a une forme de deuil et de respect à l'égard du suffrage universel. Une nouvelle équipe était en place, il fallait aussi qu'elle fasse ses preuves. Aujourd'hui, on remonte au créneau, mais je ne suis pas tellement sur Twitter, je ne suis pas sur l'expression de l'instant, je préfère avoir du temps par rapport à une information et du recul pour ensuite nourrir ma réflexion. Après, elle est bonne, elle n'est pas bonne, j'en sais rien, mais je n'aime pas réagir sur l'instant. Et justement, vous avez cette image d'homme discret, réservé. Vous vous reconnaissez dans cette description, vous l'assumez? Bon, je fais quand même un métier public, hein, donc je ne me cache pas derrière mon petit bois. Pour un personnage public, vous êtes relativement réservé. Je considère que les médias, c'est un outil au service d'une politique, ce n'est pas une valorisation pour faire basculer la politique dans le showbiz. Je n'appartiens pas au showbiz, je n'en ai pas le talent, je n'en ai pas la créativité, je n'ai pas les qualités d'un artiste. Vous méfiez des paillettes, beaucoup de politiques, parfois on leur reproche d'être un peu dans le show, dans les paillettes. Je trouve ça insupportable pour vous dire les choses, je trouve que ça tire vers le bas la politique. Je trouve qu'on ne doit parler que quand on est légitime. Quand on est battu, je trouve difficile de revenir tout de suite au créneau médiatique. Et quand on n'a jamais été élu, je trouve difficile de parler au nom d'un peuple qu'on n'a jamais rencontré. Alors sur Twitter, un internaute a écrit « À droite, Baroin doit prendre la relève ». Mais vous, contrairement à beaucoup d'autres personnes, vous n'affichez pas, en tout cas publiquement, d'ambition présidentielle. Est-ce que c'est par tactique ou est-ce que c'est simplement parce que vous n'en avez pas envie ? Non, je pense qu'il y a un temps. D'abord, moi, je ne suis pas pressé. Ça fait 20 ans que je fais de la politique. Je sais pourquoi je me suis engagé en politique. Je sais pourquoi je suis maire de Troyes. C'est mon département. Mon mentor, comme je l'ai dit, c'est Chirac. Je me suis engagé pour lui, avec lui, aux côtés des idées du gaullisme qui ont fait partie de mon environnement familial. Ensuite, je pense qu'il faut 30 ans pour faire un président de la République en France. Donc pourquoi pas, mais dans 10 ans ? Oui, mais ça n'a aucun sens. Dans 10 ans, je ne serai peut-être plus là, vous non plus. Donc ça n'a aucun sens d'en parler aujourd'hui. Voilà, je pense qu'il y a des générations et je pense qu'on a la chance à droite d'avoir 3 personnalités. Sarkozy, Fillon, Juppé, ce n'est pas un ordre de préférence, c'est un ordre de révérence, puisque l'un a été président de la République, les autres ont été Premier ministre, sont les 3 seuls à pouvoir éventuellement franchir le cap du premier tour et rivaliser, je l'espère, avec la gauche dans un dialogue naturel entre les 2 tours en 2017. Merci François Baroin d'être venu. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans moi, mais Décideurs avec quelqu'un politiques. d'autre. Avec quelqu'un d'autre. À bientôt. Merci, au revoir.